Voilà, amis téléspectateurs de la télévision nationale, bonsoir et bienvenue dans votre émission Référence. Aujourd'hui, je suis toute heureuse parce que là, je suis avec notre jeune créateur, le plus intelligent de tous les Guinéens. Ne dites pas que j'exagère parce que là, j'ai mes raisons. Monsieur Keita est le premier Guinéen à avoir inventé les ordinateurs debout. Il est marié et père de 2 enfants. Alors, c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être sur ce plateau de l'émission Référence avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui nous reçoit celui. Nous sommes là pour ouvrir ses connaissances, ses expériences et mettre tout ça là à la disposition des jeunes pour que demain, qu'il y ait encore beaucoup plus d'inventeurs dans notre pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, M. Keita fait vraiment la fierté de toute la Guinée, mais surtout de l'Afrique aussi. Alors, M. Keita, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci de nous avoir reçus sur vous ce soir. Merci. Voilà, alors aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Référence. Donc d'abord, pour l'entame de cette émission, qu'est-ce qu'on peut réellement retenir sur votre enfance et surtout les moments qui vous ont beaucoup marqué pendant l'enfance? Eh bien, mon enfance a été ici en Guinée. C'était une enfance heureuse. C'était sous la Première République, ensuite Deuxième République. Et ensuite, maintenant, j'étais en Europe. L'enfance ici, c'est d'abord, on était dans un pays communiste où il n'y avait pas tout. Et donc, pour nous, enfants, il fallait très souvent créer nos propres jouets. Bien sûr, j'avais un peu de chance. Mon père, vu qu'il faisait des voyages, il pouvait, lui, m'apporter des jouets. Mais très souvent, dans le quartier, on préférait plutôt fabriquer nos jouets, harmoniser un peu nos jouets, se les comparer. Il n'y avait pas d'importation comme de nos jours. La révolution. Alors, donc, toujours nous allons continuer cette émission. Parlez-nous aussi de votre parcours scolaire et universitaire. Eh bien, scolaire, j'ai fait comme tous les Guinéens. J'ai commencé d'abord à l'école maternelle en face de la grande église, qui est un peu à côté du palais sectoriel. J'étais là-bas. Ensuite, la place des Martyrs, qui est devenue Saint-Joseph de Cluny. Et de là-bas, je pouvais voir même le palais des Nations en train d'être construit. C'était au début des années 80. Ensuite, Coléa aussi, j'ai fait l'école là-bas, l'école primaire. Ensuite, l'école primaire de la Tannerie. Surtout où j'ai eu des amis, certains sont même stars de la chanson en Guinée, tels que les Oudi Premier ou Famara Baldé, qui était à la fonction publique. Donc oui, on a passé l'enfance là-bas. Ensuite, Victor Hugo, qui venait de commencer en 87, je crois bien, et c'était vraiment le collège en vogue. Ensuite, 90, j'ai insisté, vu que mon frère venait d'aller en France, que moi aussi j'y aille, et j'étais à l'internat. L'internat, après j'ai fait mon cursus là-bas aussi. Voilà, l'internat, le collège, la suite du collège, le brevet, le lycée, l'université en France. Ensuite, je suis rentré en Guinée pour chercher les papiers pour aller aux États-Unis. Donc, c'était tout. C'était tout. Alors, après le cycle universitaire en France, quelle est la toute première activité que vous avez exercée pour au moins entamer le parcours professionnel? Le parcours, d'abord en France, je n'ai pas complètement fini le cycle. J'ai commencé des études de droit. Bien sûr, vous savez, en Afrique, les parents vous conseillent, on suit, les parents sont nos guides. Ils nous disent, bon, toi tu vas devenir docteur, toi tu vas devenir économiste et autres. Point. C'est la voie de la révolution en gros. Donc j'ai suivi cette voie et bien sûr, j'ai fait le droit, mais ça ne m'enchantait absolument pas. C'était pas ma tasse de thé. Pour moi, c'était extrêmement ennuyant. Et donc j'ai décidé de tout abandonner, de tout laisser tomber en 2001, de rentrer parce que ma petite sœur, ma grande sœur était aux États-Unis. Elles m'ont expliqué comment le dynamisme américain est différent de ce qui se passait dans le pays francophone ou en France. Alors je suis venu en Guinée, bien sûr j'ai cherché le visa, j'ai souffert comme n'importe quel Guinéen. On m'a refusé à l'ambassade des États-Unis à 8 reprises, rejeté 8 fois. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre c'est quoi être rejeté 8 fois dans une ambassade. Et c'est la 9e fois qu'ils ont accepté, j'ai été. Et là, le cursus a été fabuleux parce que des études de 4 ans, j'ai comprimé en 2 années, pas de vacances, j'avais plus de temps à perdre. Et c'est comme ça, c'est parti. Ensuite, j'ai fait un Master of Science en procurement, contrat. Ensuite, j'ai fait un MBA. Ensuite, j'ai continué à Harvard. Mais ce qui est bien aux États-Unis, c'est que pendant que vous étudiez, comme mon premier cycle, quand je faisais International Business, eh bien, j'étais vendeur dans un grand magasin. J'étais vendeur d'aspirateurs, vendeur d'assiettes, j'étais vendeur de serviettes. Je pouvais plier à peu près 100 de serviettes le soir. J'étais fort dans ça. Il fallait rester arrêté de 8 h du matin jusqu'à 17 h, debout, et même pas incliné sur un mur. Mais aujourd'hui, cette première formation-là, mon premier boulot là aux États-Unis, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a même aidé à remporter la médaille d'or lorsque j'étais au Bénin. Parce que je pouvais rester toute la journée arrêté, un peu comme les vendeuses d'Avaria, sans me fatiguer.
alors que les autres prenaient beaucoup trop de pauses. Moi, j'étais là pour les clients. Donc, c'était ça en fait. Et vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui veulent aller à l'extérieur parce que se disent qu'en Guinée, ça ne va pas. Mais vous êtes parti et en plus, vous êtes revenu pour servir le pays. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de rentrer à la Guinée? En fait, il ne faut jamais partir pour partir. Il faut d'abord partir, se former et puis revenir. Bon, moi, je suis parti, l'impulsion, c'est mon frère est là-bas, moi aussi, je veux la France. Pour moi, vous arrivez à Paris, vous habitez sous la Tour Eiffel, vous touchez la Tour Eiffel chaque jour, l'Arc de Triomphe. Ben voilà, voilà vraiment. Et je suis arrivé, j'ai trouvé que c'est pas du tout comme ça. Le premier jour à l'aéroport Roissy, déjà, je vois le monde, les nuages et... On arrive en banlieue, c'était à Rony-sous-Bois, je me rappelle, dans le taxi, je dis à mon frère, c'est ça Paris? Il me dit oui, je dis alors là, Maintenant, j'étais condamné, j'étais dans une cage d'or, les parents trop dépensés, j'étais dans ma prison, dans la prison que moi-même j'ai souhaité. Maintenant, c'était la déprime. J'ai passé plus de 6 années à déprimer en France. Mais heureusement, je me réfugiais dans mes études, j'étais tout le temps premier de ma classe, sans problème. C'est avec une telle facilité. Le niveau d'études en Guinée en 90 était tellement élevé que lorsque je suis arrivé en France, je ne pouvais pas être deuxième de la classe. J'étais tout le temps premier sans faire d'efforts, grâce au niveau qu'on avait ici. Maintenant, de nos jours, les choses ont changé. Donc, je comprends qu'avec les chaînes de télé étrangères que nous voyons tous les jours, tout le monde voit ces lumières briller. C'est comme des lucioles. On veut tous y aller. Mais c'est très différent. Beaucoup n'en reviendront pas. Il faut faire très attention. Lorsqu'on va, c'est pour se former, avoir un peu d'expérience, plier bagages avec argent ou sans argent et rentrer. Si on parle 2, 3 langues étrangères, on a quelques diplômes, on rentre et on se débrouille. Les premiers 6, 9 mois ou 12 mois peuvent être chaotiques. D'accord, il faut l'accepter. Parce que lorsqu'on arrive de l'autre côté, on galère au moins 2 années pour s'adapter. On galère vraiment. Alors lorsqu'on rentre en Guinée, la plupart des Guinéens ne veulent pas galérer même 1 mois. Je dis non. Quand vous rentrez, acceptez. Acceptez de galérer. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez parlé des activités que vous avez exercées. Et après ces activités, quelles sont aussi les autres activités qui ont suivi, surtout votre parcours professionnel, parce que vous avez été banquier aussi. Donc, parlez-nous un peu de votre cursus professionnel. Eh bien, c'est très bizarre. Très souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. J'ai fait International Business, un bachelor, je l'ai eu, la mention, c'est bien beau, mais j'étais toujours vendeur dans ce magasin. Et donc un jour, je me suis énervé avec un ami du Nigeria. On a décidé de faire 3 km en plein centre-ville de Washington, distribuer nos CV, on a distribué. Et c'est là que les coups de fil ont commencé. Ils ont commencé à nous appeler. Et une banque m'a proposé, et c'était la plus grosse banque aux États-Unis. Et donc je croyais que peut-être c'était le balayeur dedans au caissier. Mais on me propose directement le poste de conseiller clientèle dans cette grosse banque, avec un portefeuille. Tout était très prestigieux. Moi, les finances, c'était absolument pas ma tasse de thé. Mais j'ai accepté parce que, eh bien, voilà, il y a le prestige, il y a l'argent, c'est en plein Washington DC. J'ai pris, je me suis formé aussi au tas. Ce n'était pas ma formation de base d'être banquier, mais j'ai dû apprendre on the job, comme on dit, learning on the job. Donc j'ai appris sur le tas. Et au bout de 2 années, j'ai pu me hisser l'un des meilleurs banquiers, les 11 meilleurs banquiers dans toute cette banque, en quelques années seulement ensuite. À la fin, j'ai fini directeur de banque à la SunTrust Bank. En plein Washington aussi, à 2 km du Congrès américain. Donc, c'est un cursus plutôt, après mes 2 années de vendeur dans ce magasin-là, de l'homme à tout faire, de banquier, pendant tout le reste du temps, les 12 années, donc 10 années de banque. Voilà. Et toujours pour continuer cette émission, M. Keita, vous savez, durant tout parcours, il y a forcément la traversée du désert, les temps de Garrett. Donc, vous allez nous évoquer un peu cela. Est-ce que vous aussi, vous avez galéré? Aux États-Unis et ici, oui, énormément, oui. Il y a des... en fait, la galère fait partie du jeu. Si vous n'acceptez pas la galère, bah, ce n'est pas la peine de vivre. Hein. La galère fait partie de la vie. Mais il y a d'autres qui n'acceptent pas la galère. Non, non, non. Vous savez, le rythme cardiaque, c'est le haut et le bas. Le jour et la nuit aussi, c'est pareil. La vie est rythmée ainsi, le plus et le moins. Il faut accepter. Électron, proton, il faut accepter. Voilà, mais c'est très dur quelquefois et on se laisse aller à la déprime. Ça m'est arrivé, oui. Je suis rentré en Guinée, je me disais, mais maintenant, quoi faire? Je suis en Guinée. Ma mère qui m'a accueilli était très fâchée. Pourquoi j'ai tout lâché aux États-Unis revenu? Le père, lui, était content, mais la mère, pas du tout. J'avais tout cet avenir là-bas, des diplômes de Harvard, pourquoi je reviens ici? Mais, comme je dis, l'homme propose, Dieu dispose. Au bout de 2 semaines, une compagnie étrangère ici internationale m'a rappelé directement
et j'ai commencé à travailler, donc j'avais les moyens de subsistance. Donc c'est pour ça que je dis aux autres qui sont là-bas, n'attendez pas d'avoir un job à partir de là-bas pour revenir. Revenez, c'est lorsqu'on plonge dans l'eau qu'on apprend à nager. C'est pas en restant avec des livres en théorie, quoi. Donc voilà, c'était la première peur de galère, mais au bout de 2 semaines, j'ai eu ma chance, les portes se sont ouvertes. Ensuite, j'utilisais maintenant les revenus de cette entreprise-là que je gagnais pour vraiment faire moi aussi ma petite formation dans ce que je voulais. C'était quoi? C'était l'électronique, l'informatique, fabriquer les outils dont on a besoin. Un jour arrivera où vos micros, vos caméras, où on les fera ici en Guinée, Inch'Allah. C'est ce que je veux, c'est ce que la plupart des Guinéens aussi souhaitent. Au lieu d'importer, de fabriquer nous-mêmes nos choses, parce que nous venons des mêmes universités que les gens qui sont aux États-Unis, en France. Moi, je viens de Harvard. Il y a d'autres Guinéens aussi qui sont là, mais qui viennent de Harvard aussi, qui ont fait les Harvard Business School, qui ont fait plein de trucs. Il y a des Guinéens, par exemple, l'un des plus éminents docteurs en intelligence artificielle au Canada, c'est un Guinéen qui voyage avec le Premier ministre actuel canadien. L'une des directrices régionales du Dow Jones au Canada, régionale, c'est la fille d'un ancien Premier ministre de Guinée ici. C'est une Guinéenne aussi. Là, on va faire appel à tous. Nous avons les mêmes cerveaux, les mêmes têtes. Nous venons maintenant des mêmes universités américaines surtout. Donc, on a même de l'avance sur les Européens, je peux dire, ou les Asiatiques. Donc, lorsqu'on a tout cela, on rentre. Et puis, c'est là que ça se passe. Merci. Voilà, et mes téléspectateurs, si vous venez de vous installer derrière vos petits écrans, je vous rappelle que nous sommes toujours dans votre émission Référence. Alors restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. Lorsque l'homme a des intentions ou a une idée de ce qu'il peut être et qu'il suive, qu'il soit patient, persévérant, il peut l'atteindre. Depuis jeune, j'avais dans mes activités, que ce soit au niveau de l'État ou privé, j'ai beaucoup de missions à accomplir à l'étranger, économique. Et chaque fois que je rentrais avec des livrets La Science et Vie. Et lui, petit, il prenait toujours ses livres, il les regardait, il ne comprenait rien, mais il aimait regarder. Parce qu'on allait au travail, lui, s'il n'y a pas d'école, passer la journée à la bibliothèque. Donc tout le temps, c'est les mêmes choses, Science et Vie, les journaux, il regardait, il ne comprenait pas, hein, mais c'est resté gravé. Arrivé en France, il avait 13 ans naturellement, il a continué, il a pu étudier normalement. On exigeait, il travaillait, il étudiait bien. Il n'avait pas de vie particulière. Et il était toujours dans l'Internet aussi aux États-Unis là-bas, toujours curieux. Très très curieux. Et je crois qu'il a fait son premier drone en France lorsqu'il était jeune. À ce moment, les drones n'existaient pas. C'est ce qu'il me dit. Papa, il dit, si je savais, j'allais être grand aujourd'hui. C'est un fils qui est né le 14 janvier 1977 à Donka. Il a évolué ici, à Conakry. On vivait à Koléa, donc il était inscrit à l'école des Places des Martyrs. Il a fait les débuts de ses études là-bas. Après, on a déménagé à Imbaya. Donc, je l'ai mis à l'école primaire de la tannerie, Imbaya Tannerie, où il étudiait. Et de là, Victor Hugo s'est ouvert. Et là, ils ont été les premiers inscrits dans cette école. Donc, à l'âge de 13 ans, je l'ai emmené en France. Et là, il a poursuivi ses études, il a fait son collège jusqu'au bac, jusqu'en 2e année d'université. Et là, il a décidé d'aller aux États-Unis. C'est comme ça qu'il est parti aux États-Unis. Il s'est lancé dans le monde bancaire. Sinon, il avait fait droit en France. Mais arrivé aux États-Unis, il s'est lancé dans le monde bancaire. Donc, il a fait des études de banque. Et c'est de là il est parti jusqu'à ce qu'il a fait Howard après son master. Mes téléspectateurs, vous venez tout à l'heure de suivre les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre plateau. Monsieur Keita, tout à l'heure, dans la première partie de l'émission Référence, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours, les différentes activités exercées. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes le PDG de Tulip Industries. Vous allez un peu nous rappeler l'historique de création de cette entreprise?
D'accord. Alors, en Guinée, on aime bien dire PDG, mais en fait, comme c'est une SARL, j'aime bien dire directeur général. Mais c'est bon aussi PDG, vu qu'on doit de toute façon migrer à la version SA aussi, très bientôt, avec des actionnaires qui arrivent aussi. Ouf, eh bien, Tulip Industries a eu une enfance, disons, plutôt naturelle. Étant revenu en Guinée en 2013, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements partout, secteur public, secteur privé. Et au début, j'ai vu la plupart de nos compatriotes se plaindre et dire c'est le Guinéen, c'est le Guinéen. Je les ai dit non. À chaque fois, je dis le Guinéen, en fait, n'est pas mauvais. Pas du tout, au contraire. Il est plus gentil que beaucoup d'autres que j'ai rencontrés à l'international. Le Guinéen n'est pas mauvais. Mais seulement, on n'a pas d'outils. On est mal outillé. Donc, secteur public, j'ai vu, par exemple, en allant dans une mairie, pourquoi il y a de la corruption. C'est parce qu'il n'y a pas d'outils vraiment modernes. Après, secteur privé aussi, c'était encore pire encore. Là, on ne pouvait pas dire « Ah, c'est les fonctionnaires », mais là, c'est le privé. Là aussi, pareil, on vous envoie un peu paître alors que vous venez leur donner de l'argent. Je me suis dit, mais si on automatisait ces services? Vous savez, lorsque une seule personne, et là, j'étais vendeur, et lorsque j'avais des centaines de personnes par jour, à la centième personne, mon humeur n'est plus pareille que la première. Donc, c'est tout à fait normal, quelquefois, que vous voyez des gens, quand vous allez les services publics ou privés, que ce soit des gens fâchés ou bien un peu, qui vous envoient paître, c'est normal, on comprend. Mais avec des machines automatiques, la machine ne se plaint pas. Elle l'exécutera, elle donnera la même qualité de service du premier au 5 millième, à la 5 millième personne qui viendra. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors je me suis dit, quelle machine? Des ordinateurs, j'ai dit, mes parents là, vont voler ça. Après, je me suis dit, des écrans tactiles, j'ai dit, mes compatriotes là, jeunes, là, ils vont casser ça. Donc, après, je me suis dit, ok, des machines publiques, électricité, non, si ça coupe, interruption de service. Donc, c'est en voyant tous ces problèmes, en les énumérant, que je suis venu à la forme de la borne interactive debout. Maintenant, certains diront toujours, oui, les bornes existent. D'accord, la forme existe. Mais lorsque vous allez à l'étranger dans un aéroport, il y a la borne qui vous donne votre billet d'avion. Elle ne sait faire que ça. Lorsque vous allez à l'hôpital en France, il y a la borne, elle ne sait faire que ça. Nous, c'est la borne multiservice. Elle fait tout, connectée sur Internet. Vous imprimez, on ne change pas d'encre, cours on s'en va. Pendant 2 jours, elle tient toute seule, concours revient, ça recharge. Donc, il nous faut cet outil adapté à nos besoins. Lorsque j'ai sorti la première borne, je me rappelle, on l'a peinte sous un manguebouni, comme on dit. On l'a soudé derrière le marché à piment, à côté de Mimo, là-bas. Il y avait plein de ce qu'on appelle la belle Kougouri dans le coin. Mais j'étais obligé de garer ma 4x4, d'enlever mes habits, costumes ou autres, d'être en culotte, d'être comme eux aussi. Donc pendant des mois, j'étais derrière ce marché à me cacher avec ce soudeur à parfaire. Sous le manguebouni, là-bas, à partir de 18h, j'ai allumé les phares de la voiture. C'est là-bas, ils ont peint. Et le lendemain matin à 8h30, c'était à Gama, la peinture n'était même pas encore sèche et j'ai gagné. Donc ça m'a vraiment motivé. Et il y avait le collectif des maires qui était là-bas aussi, ils ont voulu. Alors j'ai dit, il faut une usine. À partir de là, vu que la maire avait déjà commencé, le père a construit un immeuble à Symphonia, je les ai dit, tout simplement, on peut transformer cet immeuble en usine. Au lieu de louer des appartements, être embêté tout le temps, faisons-en une usine. C'est un nouveau modèle, ça n'existe pas encore en Guinée. Et puis, on y va, on le fait, voilà. Le père, c'est un ancien pétrolier, il aime le risque. Allez, il a dit, allez, mets d'abord pour toi dedans, j'ai mis pour moi lorsque mes petites sœurs ont fini. Lui aussi, il en a mis, la mère aussi, elle a mis l'infrastructure en place. C'est comme ça on est parti. Donc, c'est une avancée naturelle. C'est toujours pas fini. On est toujours en train de moderniser l'usine. Mais au moins, ça me fait plaisir de voir que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes Guinéens maintenant me suivent, viennent même, je les fais visiter l'usine et ils voient que c'est faisable. Yes, we can do it, comme Obama l'avait dit là. On peut le faire ici. Donc c'est ça moi aussi mon plaisir de voir, le plaisir dans les yeux des autres. On peut le faire en Guinée? J'ai dit oui. Donc beaucoup de personnes, des tontons, des tantis, des papas qui construisent 5, 10 villas, au lieu de ça, construisez 2 villas, mais l'autre dessous là, ceux qui restent là, faites des usines. Il y a des usines de mangue que vous pouvez faire, de confiture, il y a tellement de choses à faire. Alors lorsque les gens quittent ici pour aller à l'extérieur, je leur dis, vous perdez votre temps. Il y a tellement de richesses là, c'est pour ça que les Européens migrent ici. Les Libanais viennent, les Chinois viennent. Pendant qu'eux ils viennent, vous fuyez. C'est à contresens. Donc moi j'ai compris cela, c'est pour ça que je me suis implanté. Même en ayant les papiers américains, j'ai passé 5 ans avant d'y retourner. Avec le président de la République, parce que
Comme on dit en Soussou, à Rolium. Voilà. Alors, M. Keita, vous allez nous parler de cet ordinateur. Comment vous avez inventé ça? Parce que là... En étant chez moi, je m'ennuyais calmement et avec toutes ces problématiques, j'ai commencé à concevoir. D'abord, avant de concevoir, on ne peut pas concevoir en allant souder. Non, non, c'est pas possible. Il fallait la 3D. J'ai vu comment on fabrique les voitures avec les émissions sur les chaînes internationales. Pour fabriquer un véhicule, c'est en 3 dimensions d'abord. Vous faites le tout, même au boulon, tout en 3D. Quand tout est bon, vous prenez les mesures de tout, comme les tailleurs, et vous exposez le tout en petites pièces et vous fabriquez chaque pièce à part. Après vous-même, vous faites l'assemblage de ces pièces. Si l'assemblage est parfait, vous aurez la machine. Et c'est ce qu'on a fait. La première machine, pour faire la 3D, ça m'a pris 2 années. 2 ans. Ouais. Pour souder la machine, qu'elle soit parfaite avec les erreurs, ça m'a pris 1 an, en tout 3 ans. Mais maintenant, on fabrique plus d'une vingtaine par jour. Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage en fait. Au début, vous êtes lent. C'est comme lorsqu'on pédale ou on apprend à conduire, vous savez. La conduite sur la route, on transpire au départ, on est nerveux, mais à la fin, on conduit avec les genoux. Bon, je ne conseille pas, hein, mais on peut conduire avec même 2 doigts, ben, c'est comme ça. Maintenant, on est passé maître dans l'art et il y a même certaines usines à l'étranger qui aimeraient vraiment faire des partenariats, pour pouvoir produire ici. Mais nous, d'abord, nous voulons produire là. Voilà, ça ne nous intéresse vraiment pas de nous exporter énormément, surtout en Europe. Non, on est d'abord là. On est en train de s'étendre à l'Afrique. On vient de signer avec 19 pays en Afrique les chaînes de distribution avec des privés qui vont distribuer là-bas. L'Europe, ça va être en phase 2 à partir de la 2e année. Cette année, on est en Afrique. L'année prochaine, maintenant, on s'exporte en Europe. Vous sortez carrément. Alors, et vous avez reçu pas mal de prix aussi dans ce domaine, dans le domaine de l'invention. Ok, monsieur Keita, toujours pour continuer cette émission, dites-nous, comment est-ce que vous êtes parvenu à évoluer dans le domaine lequel vous évoluez aujourd'hui? Par la force des choses, vous savez, c'est en mangeant qu'on gagne l'appétit, que l'appétit vient. Hein. C'est vous vous lancez dans la chose au début, vous n'êtes pas du tout bon. Vous faites tellement d'erreurs que vous vous dites, est-ce que je ne suis pas un peu coucou dans la tête? Mais c'est OK. C'est OK de faire des erreurs, il faut accepter. OK. L'enfant qui commence à marcher, titube, tombe, titube, se blesse. On a tous des cicatrices sanguinées sur les coudes, vous savez bien. Mais c'est la même chose. J'ai des cicatrices au niveau business aussi. Mais ça va. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, je suis passé maître dans l'art de ce que je fais. Pour que les étrangers reconnaissent cela. Donc c'est par la force des choses, doucement. C'était pas facile au niveau gouvernement aussi de comprendre ce que je faisais, mais petit à petit, ils commencent à comprendre. Secteur privé aussi, c'était pas facile, c'est toujours pas facile parce qu'ils se disent fabriquer en Guinée, ça doit pas être bon. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans des concours à l'international, en Europe, aux États-Unis, là-bas, j'ai montré ma technologie, partout où je vais, je la montre. Le Parlement de Londres, même, j'ai été décoré au Parlement de Londres. Cela veut dire que la qualité est vraiment là, même meilleure que ce que lui produisent. Alors maintenant, ces sociétés privées qui sont là, ou bien même le gouvernement, ne peut plus dire « Ah, c'est une question de qualité ». Non, c'est reconnu à l'international. Donc maintenant, tout ce que nous voulons, c'est que nous consommions d'abord local. Consommons d'abord guinéen avant d'importer. Importons que ce que nous n'avons pas. Mais ce que nous pouvons bien faire, il faut surconsommer, surconsommer. Nous voulons de l'argent guinéen, pas de l'argent qui vient de l'étranger, mais ce qui vient de là. Voilà, parce que nous créons de l'emploi. Voilà, alors pour vous, quels sont les secrets de la réussite? C'est être têtu, très têtu, la persévérance. On va vous boxer, vous serez à terre la plupart du temps. Mais comment vous vous relevez, à quelle vitesse vous vous relevez fait toute la différence. Il faut savoir se relever très vite. Ça va être dur, hein. Il y a des moments, comme je vous l'ai expliqué, vous n'allez pas vouloir vous lever de votre lit, ni même vous habiller, vous doucher ou même vous brosser les dents. Vous allez dire, la vie est finie là. Nous sommes juste à la fin de l'émission Référence, toujours pour encore y donner quelques conseils. Vous allez me fixer la caméra qui est en face de vous et encore y donner quelques conseils de motivation à ces jeunes qui veulent être comme M. Muntaga Keita. Alors, d'abord, je dirais à ces jeunes, soyez vous-même. Il y a toujours en nous une sorte de petite étincelle. On est tous avec ça. La petite flamme qui est dedans, comme une bougie, c'est-à-dire notre passion, ce qu'on veut faire. Dès le départ, mais très souvent, il y a des petits développements à côté qui nous déroutent de notre chemin. Vous devez comprendre d'abord de quoi vous êtes fait et ce que vous voulez faire très tôt. On l'a dedans.
et bien développé. Soyez têtu, foncez. Les gens diront 1000 choses. Si vous montez sur le cheval, on dira il est sur le cheval alors que sa femme est à terre. Si vous descendez, on dira c'est sa femme qui compte. Peu importe, faites-vous ce que vous pensez. Suivez ce qui est dans votre cœur. Ne suivez pas ce que les gens disent. Soyez têtu. Si vous sentez que c'est bon, ça va vous rapporter aux autres, faites-le. Suivez rien d'autre. Faites ce que vous devez faire à l'intérieur. La flamme là doit devenir des feux de brousse en fait. Ça doit exploser de mille feux. Soyez têtu dans ce que vous faites. Vous serez découragé au jour le jour. Ça c'est sûr et certain. Mais continuez n'empêche. La persévérance. Persévérance. Ne lâchez jamais. C'est comme du sport. Ne lâchez jamais. 90 minutes de match de football, tenez 90 ans. Bon courage. Merci, Monsieur Keita. Alors, ne lâchez jamais, c'est à ce terme nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission en référence. Aujourd'hui, nous avons été reçus par Monsieur Muntaga Keita, le PDG de Tulip Industries, qui a vraiment accepté de partager ses expériences avec nous. Alors, j'espère qu'il servira d'exemple à ces milliers de téléspectateurs, surtout à ces jeunes qui veulent lui ressembler. Voilà, amis téléspectateurs, je souhaite vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission en référence. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la RTG. Et surtout, je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Merci et au revoir. Merci à vous.